Merci à tous d'être présents. On va démarrer cette conférence. Alors, l'invité du Printemps de l'économie pour la conférence qui va suivre est économiste. Vous le connaissez déjà, il s'agit bien sûr de Philippe Aghion. Actuellement professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Institutions, Innovation et Croissance, vous enseignez déjà avant cela dans de prestigieux établissements tels que le MIT, l'université d'Harvard, d'Oxford et la London School of Economics. Vous développez très tôt un intérêt pour la chose publique, pour la politique, et c'est cette volonté de décrypter les arguments des programmes politiques, de trouver les bons outils qui vous conduit vers l'économie. Connu pour vos travaux sur la théorie de la croissance et l'économie de l'innovation, l'économiste social-libéral que vous êtes est à l'origine d'une nouvelle théorie de la croissance en lien avec l'approche schumpeterienne. Mêlant dans vos travaux modélisation et analyse empirique, vous placez l'innovation au cœur de la croissance, d'où le devoir pour les politiques de favoriser l'innovation selon vous. Proche d'Emmanuel Macron, vous avez d'ailleurs été l'une des têtes pensantes du programme économique du président lors de sa campagne. Résumant votre analyse, vous expliquez récemment, je cite, « On est dans un monde de croissance par l'innovation. Il faut donc un marché du travail qui permette aux entreprises de se réorganiser et de fermer une activité pour en ouvrir une autre. Tout le problème est de favoriser l'innovation sans pénaliser les employés. » C'est donc selon vous l'éducation et la formation professionnelle qui doivent jouer un rôle clé permettant d'assurer la flexi-sécurité. Fort d'ouvrages mondialement reconnus, vous développez ainsi avec l'économiste canadien Peter Howitt la théorie de la croissance schumpeterienne, ce qui nous vaut la sortie d'un premier ouvrage en 1998 intitulé « La théorie de la croissance endogène ». Vous obtenez alors rapidement le prix Yiro Janson du meilleur économiste européen de moins de 45 ans. C'est le début d'une longue liste d'ouvrages et de prix qui vous sont décernés, notamment 2 médailles au CNRS, l'une de bronze, l'autre d'argent, le prix John Funneman et plus récemment en 2016, le Global Entrepreneurship Award. C'est donc une chance de vous avoir parmi nous ce matin, notamment pour traiter des questions de l'intelligence artificielle et de la croissance dont vous êtes expert. Merci beaucoup pour cette introduction très généreuse. Voilà, donc je vais vous parler d'intelligence artificielle et de croissance. Donc je dois pointer là. Ah oui, alors je crois que pour que ça marche, je dois être plutôt vers le... C'est ça en fait. Oui, j'aurais dû prendre... Là, je crois que ça fonctionne. Voilà. Alors, quand on étudie la théorie de la croissance, on vous parle certainement de Robert Solow. Robert Solow, qui a eu le prix Nobel en 87 pour un article écrit en 56, notamment, où il développait, disons, un modèle très simple de croissance économique. Vous savez, en économie, ce qui est très dur, c'est de modéliser la réalité qui est très complexe et d'essayer d'avoir des modèles simples qui vous permettent de réfléchir. Évidemment, les modèles simples sont simplificateurs par définition, mais ils vous permettent de réfléchir à des phénomènes économiques. Et Solow a donné un peu un modèle de modèle. C'était un modèle, voilà la première page de l'article dans le Quarterly Journal of Economics qui a donné à Solow le prix Nobel d'économie 30 ans plus tard. Contribution to the Theory of Economic Growth. Et en gros, l'économie est décrite par 2 équations. Une équation qui vous dit que je produis de l'output final avec du capital et du travail. Et puis, il y a un A, un grand A qui est la technologie. Et puis, la deuxième équation vous dit comment le capital s'accumule. Et le capital s'accumule parce qu'il y a de l'investissement financé par l'épargne, mais évidemment, il se décumule parce qu'il y a de la dépréciation du capital. Et en gros, tout son modèle, très élégant, est décrit par ces 2 équations. Voilà. Et Solow vous explique en particulier que, eh bien, sous des hypothèses raisonnables sur la fonction de production, c'est-à-dire qu'en général, il y a des rendements décroissants par rapport à l'accumulation de capital. Si je passe de 0 machine à 1 machine, j'augmente beaucoup ma production, mais si j'ai déjà 9 machines et j'en ajoute une, j'augmente que d'un tout petit peu ma production. Vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des rendements décroissants. Sous des hypothèses raisonnables de rendement décroissant par rapport au capital, eh bien, le capital, lui, tout seul, ne peut pas, l'accumulation de capital ne peut pas soutenir la croissance de long terme. Voilà. C'est-à-dire, Solow a fait un modèle de croissance pour vous expliquer que, sous des hypothèses raisonnables, l'accumulation de capital ne peut pas être une source durable de croissance. Il faut autre chose. Et le autre chose, c'est le progrès technique. Mais Solow ne vous dit pas d'où vient le progrès technique.
D'accord? En gros, voilà, c'est ça le modèle de Solow. Donc après, il faut aller plus loin et se dire, mais d'où vient le progrès technique? Ben, une des sources naturelles, c'est l'innovation. L'innovation, elle vous crée, elle vous permet de produire la même chose moins cher, de manière plus efficace. Elle vous permet d'inventer des nouveaux produits. Elle vous permet de changer votre mode d'organisation de la production dans l'entreprise, etc. Et c'est l'innovation qui fait tout ça. Et donc, il faut modéliser l'innovation. Alors moi, ce que j'ai fait, alors il y avait un économiste qui avait joué un rôle très important, c'est Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter avait vu qu'il y avait un rôle fondamental à l'innovation. Et il disait, voilà, il y a l'innovation qui est importante, et l'innovation, c'est les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui font l'innovation. Il y a la recherche fondamentale, mais ceux qui appliquent, qui mettent en œuvre des idées, qui créent des nouveaux produits et qui commercialisent, etc., c'est les entrepreneurs. Et seulement, Schumpeter, il n'y avait pas de modèle. Quand moi, j'étais étudiant, j'étudiais Solow, j'étudiais une version un peu plus sophistiquée de Solow, qui est le modèle de Ramsey, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, Cass-Koopman-Ramsey, je ne sais pas quel nom on vous a donné, mais en gros, je dis, mais oui, le modèle de Schumpeter, il n'y avait pas de modèle. Et où est l'empirique? Il n'y avait pas d'empirique. Donc, avec mon co-auteur Peter Howitt, que j'ai rencontré au MIT, eh bien, je lui ai dit, essayons de faire un modèle qui incorpore quelques idées de base de schumpeteriennes, et puis développons ce modèle, et puis utilisons ce modèle pour faire de la croissance autrement. Et ce qu'on a voulu, c'est pas seulement faire un autre modèle de croissance, c'est changer la façon dont on fait de l'économie de la croissance. Alors, je vais faire un peu de striptease, je vais enlever ma veste, mais je m'arrête là. On n'en fait plus. Toujours, je fais cette blague, mais voilà. Hop, ça s'arrête ici. Voilà. Et donc, finalement, on a inventé un nouveau modèle qui s'appelle le modèle de croissance schumpeterien, qui repose sur 3 idées essentielles. La première idée, c'est que la croissance de long terme résulte de l'innovation. Donc ça, c'était reprendre Solow, là où il l'avait laissé, et dire, voilà, j'arrime Schumpeter à Solow. Voilà. Donc la croissance de long terme résulte de l'innovation. La deuxième idée, c'est que l'innovation, eh bien, ça ne tombe pas du ciel, ça résulte d'investissements faits par des entrepreneurs qui investissent notamment en recherche-développement pour mettre au point des nouvelles technologies ou des nouveaux produits. Mais évidemment, l'incitation à investir dans la recherche-développement ou dans l'innovation plus généralement, elle dépend des institutions. Tout à l'heure, je parlais des institutions, l'importance des institutions. Si vous êtes dans un environnement où on va vous exproprier, eh bien, vous n'avez pas envie d'innover. Si je suis au Zimbabwe de Mugabe, je n'ai pas envie d'innover parce que je sais qu'il va tout me prendre. Donc, je ne vais pas investir dans l'innovation. D'accord? Si j'ai un système fiscal qui me taxe excessivement, donc il faut un système fiscal juste, mais si j'ai un système fiscal qui me prend tout ce que je gagne quand je innove, ça ne va pas m'inciter à innover. Si je suis en hyperinflation, si je suis au Venezuela avec un taux d'inflation de 1 million% par an, je n'innoverai pas parce que tous mes profits vont être bouffés par l'inflation. Donc, c'est très important comme idée parce que les politiques et institutions économiques influent sur la croissance parce qu'elles influent sur les incitations qu'ont les agents à innover pour augmenter la productivité. Vous voyez, c'est très important. Donc, on peut parler de politique de croissance et d'institutions de croissance. Voilà. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles innovations tendent à rendre les anciennes technologies obsolètes. À partir du moment où les gens ont eu des PC, les machines à écrire ont disparu. D'accord? On n'a pas continué. Je sais que d'autres collègues qui ont ont fait des modèles de croissance où quand on invente l'ordinateur, on garde, on garde la machine à écrire. Voilà. Dans le modèle que je développe, quand on invente l'ordinateur, eh bien, on élimine la machine à écrire. Donc c'est très important parce que ça veut dire que la croissance, c'est un conflit entre l'ancien et le nouveau. Vous voyez, le nouveau remplace l'ancien. Et c'est très important parce que, typiquement, ce qui existe aujourd'hui, c'est des gens qui ont innové hier. Les gens qui ont innové hier sont maintenant ici en place. Et quelque part, ils ne veulent pas qu'il y ait des gens qui viennent innover pour les remplacer. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'à la fois, on doit donner des rentes de l'innovation pour encourager l'innovation, mais le danger, c'est que ces rentes soient utilisées par ceux qui ont innové hier pour empêcher des personnes d'innover maintenant, pour mettre des barrières à l'entrée, pour faire du lobbying, pour influencer les gouvernements.
voyez, et donc ça, c'est une contradiction qui est au cœur même du processus de croissance. C'est que d'un côté, il faut des rentes de l'innovation, mais d'un autre côté, il faut s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées pour mettre des barrières à de nouveaux innovateurs. Et ça, cette contradiction, on la retrouve sans arrêt, d'accord ? Et donc voilà, donc on peut parler d'économie politique de la croissance. Donc la croissance devient tout à coup un domaine passionnant, parce qu'on parle d'économie politique. Il y a des systèmes où les gens en place, par exemple, eh bien, influent, font du lobbying et peuvent influer. Le lobbying, c'est quoi? C'est des gens en place qui disent on va influencer pour qu'il n'y ait pas de gens qui rentrent. Voilà, et bien c'est très important. Donc du coup, ça a un effet sur la croissance. Et donc il faut toujours vous poser la question, quand il y a une politique qui est faite ou une législation qui est passée, est-ce que ça aide les nouveaux entrants ou est-ce que ça aide les gens en place à empêcher les nouveaux entrants de venir? D'accord? Voilà. Donc je ne veux pas vous garder trop longtemps là-dessus, mais voilà le modèle de base. Alors évidemment, on s'est posé avec ce modèle le rôle de la concurrence, parce que je vais beaucoup parler de concurrence ici. Et alors évidemment, une manière très naïve de voir le processus de croissance, c'est de dire, eh bien si je crois dans votre modèle schumpeterien, la concurrence, ça ne devrait pas être très bon pour la croissance, puisque la concurrence devrait baisser les rentes de l'innovation. Donc, du coup, ça devrait baisser l'incitation à innover et donc baisser la croissance. Et les premiers modèles de croissance basés sur l'innovation avaient cette prédiction que la concurrence n'était pas bon. Mais or, il se trouve que, en fait, mon collègue Blandel, qui est microéconomètre, c'est un des meilleurs microéconomètres mondialement, il est basé à Londres, à l'Institute of Fiscal Studies, avait regardé de manière purement empirique la relation entre concurrence et innovation. Et qu'est-ce qu'il avait trouvé avec ses co-auteurs? Que la relation était positive. Donc le contraire de ce qu'une vision simpliste du modèle schumpeterien pouvait dire. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Et c'est là que j'ai commencé à dire, ben non, c'est que dans le modèle schumpeterien de base, il y a quelque chose que je n'avais pas bien modélisé. Dans mon modèle schumpeterien, les innovations étaient toujours faites par des gens de l'extérieur. Ils passaient de zéro à profit. La concurrence réduisait profit et donc, ça désincitait à innover. Mais dans la réalité, les innovations sont faites par des gens qui sont déjà en place. Donc, par exemple, vous êtes une classe ici. Chez vous, il y a des gens qui sont... tout le monde est aussi bon, mais peut-être, disons qu'il y a des gens qui sont un peu meilleurs que d'autres. Imaginons que certains d'entre vous sont meilleurs que d'autres, d'accord? Et ils réalisent déjà des profits. J'ouvre la porte et je fais rentrer quelqu'un de très bon. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les premiers de la classe vont travailler plus dur pour rester les premiers de la classe, malgré le type très bon qui rentre. Mais ceux qui sont moins bons, qui sont déjà un peu découragés par les meilleurs de la classe, vont être encore plus découragés par le fait que je fasse rentrer quelqu'un. Donc on voit tout de suite dans un monde comme ça, où les gens en place font de l'innovation, eh bien les gens qui sont à la frontière technologique, vous voyez ici, la ligne bleue, c'est les firmes qui sont à la frontière, qui sont très proches de ce qui se fait de mieux dans leur secteur, eh bien, elles réagissent positivement. Vous voyez, en horizontal, j'ai la concurrence. En vertical, j'ai l'innovation ou la croissance de la productivité. Eh bien, les firmes en bleu, c'est des firmes frontières, c'est les premiers de la classe. Ils réagissent positivement à la concurrence. Ils innovent pour échapper à la concurrence. Tandis que ceux qui sont en orange, la ligne orange, c'est ceux qui sont derrière. Et eux, ils étaient déjà découragés et ils sont encore plus découragés par la concurrence. Donc c'est intéressant que l'effet de la concurrence ait cette forme. Et au total, eh bien, on peut montrer que la relation entre concurrence et croissance est plutôt un U inversé. Quand on part d'un degré faible de concurrence, au total, la concurrence, c'est bon. Quand on est à un degré très élevé, ça peut être pas bon, mais en fait, on voit que tous les pays sont du côté, globalement, où c'est la partie croissante. Voilà. Mais, donc, c'est intéressant de... Voilà, mais c'était intéressant. Pourquoi je parle de cette aventure sur la concurrence? Parce qu'en fait, à partir de cette étude-là, j'ai toujours travaillé avec des empiristes. Au début, moi, j'étais théoricien. Je faisais des modèles, comme d'autres faisaient des modèles de croissance. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis prêté au jeu de confronter mon modèle à l'empirique. Et quand je vois qu'il y a quelque chose empiriquement qui ne marche pas, je retourne à mon modèle, j'étends mon modèle et je retourne vers l'empirique. Et donc, chaque fois que je fais des modifications du modèle, il y a de nouvelles prédictions qui viennent et je teste les prédictions avec des empiristes. Vous voyez? Et c'est un dialogue permanent entre la théorie et l'empirique. C'est comme ça que je fais de l'économie de la croissance. Maintenant, tous les jeunes qui font de la croissance, c'est comme ça qu'ils travaillent. Et c'est sur des données micro. C'est de la croissance sur des données de firme ou sur des données individuelles. C'est plus des données comparaison pays A et pays B ou pays C. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça a été vraiment ce qu'on a voulu changer avec Howitt, c'est-à-dire c'est pas juste de dire on a un autre modèle de croissance, on va faire de l'économie de la croissance comme jamais ça a été fait avant, c'est-à-dire avec un dialogue permanent entre la modélisation et l'analyse empirique, et une analyse empirique sur des données micro. La croissance, c'est l'environnement de l'entreprise. Quel est l'environnement auquel le business climate, comme on dit en anglais. Voilà. Donc ça a été important. Et c'était important pour les deux, parce que Blondel, lui, il ne savait pas que... on a testé avec Blondel, ça... Lui, il ne savait pas que les firmes proches de la frontière réagissent positivement et les firmes loin de la frontière réagissent négativement. Il ne savait pas qu'au total, c'est une courbe en U inversée. Lui, tout ce qu'il savait, c'est qu'il faisait une régression linéaire et il avait globalement quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, nous, on a appris et les empiristes ont appris. Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez, c'est que les deux ont appris dans l'affaire. Voilà. Et ça, depuis cette époque, j'ai fait de l'économie de la croissance totalement différemment. Et je crois que si on a eu de l'influence, le courant schumpeterien sur la jeune génération, c'est parce que les jeunes travaillent de cette manière maintenant. Ils font de la théorie, de l'empirique, et ils font sans arrêt un aller-retour entre la théorie et l'empirique. C'est comme ça que moi je conçois l'économie. C'est comme ça que je fais l'économie. Je n'irai pas faire de l'empirique d'un côté, sortir une théorie du chapeau de l'autre, et ne pas confronter l'un à l'autre. Ça ne me viendrait jamais à l'esprit. Je vais forcément confronter l'empirique et la théorie. Alors donc maintenant je suis là pour parler d'intelligence artificielle. Vous allez dire vraiment, ce type il nous a fait venir, il se moque de nous quoi. Hein, mais vous allez comprendre que je vais retourner à la concurrence tout à l'heure. Donc ce que je vous dis là, on va revenir. Voilà. Alors l'intelligence artificielle, eh bien, disons, si vous allez dans Wikipédia, vous allez dans, je sais pas, vous regardez, on la définit en général comme la capacité d'une machine d'imiter l'intelligence humaine. Voilà. Alors, en ce sens, l'intelligence artificielle a automatisé des tâches dont on pensait qu'elles ne pourraient jamais être automatisées. Et maintenant, on est presque au stade où la conduite de voiture est automatisée. Alors, je ne sais pas jusqu'où on ira pour les prescriptions médicales, mais je sais que, par exemple, moi, j'ai rencontré quelqu'un, il a utilisé l'intelligence artificielle pour lire des électrocardiogrammes, parce qu'apparemment, il y a des médecins qui sont très bons, mais il y a des médecins qui vous envoient à la morgue directement, parce qu'ils ne savent pas lire votre électrocardiogramme. Donc, c'est utile d'avoir de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, évidemment, se pose la question, quand j'ai l'intelligence artificielle, quel est l'effet sur l'emploi dont on a parlé tout à l'heure, et quel est l'effet sur la croissance. Et le thème que je vais développer, que j'avais mentionné plus avant, c'est que tout dépend des institutions et des politiques que vous mettez en place. Voilà. Il n'y a pas de réponse unilatérale à ces questions. Ça dépend de ce que vous faites. Voilà. L'effet sur l'emploi et l'effet sur la croissance dépend des politiques et des institutions. Et de manière précise, je vous le dirai. Alors, je vais d'abord regarder l'intelligence artificielle sur l'emploi. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est que, en fait, si on veut modéliser de manière très simple, mais c'est une manière très réductrice, vous automatisez des tâches. Vous voyez, l'idée, c'est que vous produisez de l'output avec un certain nombre de tâches. Je vais peut-être aller un peu en avant et je retournerai après. C'est qu'en gros, voilà, je ne veux pas vous faire trop de mathématiques, mais je veux juste vous montrer ça. Et sinon, écoutez-moi et oubliez les maths, d'accord? Donc, vous produisez du Y avec des tâches, la tâche 1, la tâche 2, la tâche N. Si la tâche n'est pas automatisée, vous utilisez du travail. Mais si la tâche est automatisée, vous pouvez utiliser du capital. Pourquoi ça, c'est une source de croissance? Parce que le travail est en offre limitée. Le capital se reproduit. Le capital, je produis du capital. Donc je remplace en partie un facteur qui est en offre limitée par un facteur qui est en offre illimitée. Ça, c'est une source a priori de croissance. Et je peux faire ça pas seulement dans la production de biens et services, mais dans la production des idées. La production des idées elle-même peut être en partie automatisée. Ça, c'est potentiellement une grosse source de croissance. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe. Je reviens là-dessus. Mais sur l'emploi, évidemment, quand vous automatisez, eh bien, vous remplacez, vous détruisez des emplois. D'accord? Alors, la question, c'est qu'est-ce qui fait que quand même, il y a de l'espoir? Qu'est-ce qui fait que quand même, eh bien, les gens peuvent retrouver un travail où les salaires peuvent quand même, la valeur des salaires ne tombe pas trop? Voilà, donc qui s'en sort bien, qui s'en sort pas bien? Mais vous voyez tout de suite qu'il y a cette idée, eh bien, je détruis des emplois et j'automatise parce que je remplace par du capital. Alors, on va essayer de voir un certain nombre de forces qui peuvent contrebalancer. D'accord? Donc, je vais regarder d'abord l'effet sur le travail. Alors, l'effet sur le travail, il y a la chose suivante.
Il y a eu des travaux, enfin donc de Acemoglu Restrepo, il y a un papier dans le NBER, et moi j'ai fait des travaux un petit peu pour la France, hein, j'ai fait un petit papier pour économie et statistique. On continue à faire maintenant des analyses sur des données plus fines qu'on est en train de faire maintenant, avec Céline Antonin et Simon Bunel. Alors Céline Antonin est à l'OFCE, Simon Bunel est à l'INSEE, et on essaie de regarder l'effet. Voilà, on peut mesurer la robotisation par zone d'emploi sur une certaine période et on regarde l'effet sur l'emploi. Et on essaie de voir si les zones d'emploi où il y a eu plus de robotisation, quelle a été l'évolution sur l'emploi. D'accord? Alors moi, je vais vous montrer pour la France. Pour la France, donc voilà, regardez, ça c'est, il y a la France et puis il y a l'Allemagne. Vous voyez, alors en France, la part des robots a augmenté, mais beaucoup moins qu'en Allemagne, vous voyez, et moins qu'aux États-Unis quand même. Donc il y a une robotisation chez nous, mais beaucoup moindre qu'en Allemagne quand même. Donc ça, c'est intéressant de comparer. Ça, c'est dans l'automobile, hein. Alors après, il y a les robots dans d'autres secteurs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, excluant l'automobile, mais après je peux faire les mêmes avec l'automobile, l'automobile, il y a une complication, c'est qu'il y a eu beaucoup de délocalisation, et donc quand vous voulez voir l'effet sur l'emploi, c'est pas juste les robots, c'est mélangé malheureusement aux effets de délocalisation, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais là, je regarde l'effet de l'augmentation du nombre de robots entre 1995 et 2014 sur l'augmentation ou la réduction de l'emploi. Et vous voyez, ce que vous voyez de manière très claire, c'est que, en fait, et vous faites par zone d'emploi, chaque petit point est une zone d'emploi en France. Donc il y a beaucoup de zones d'emploi. Et vous voyez que globalement, eh bien, les endroits où il y a eu les robots, le nombre de robots a le plus augmenté, c'est là où l'emploi, globalement, a le plus baissé. Voilà. C'est sur une période de 95-2014. Alors peut-être qu'à long terme, c'est différent, mais à court terme, globalement, l'effet semble être négatif. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, je peux décomposer en low occupation. Low occupation, donc c'est des emplois, disons, vous voyez, voilà, qui sont en bas de l'échelle des occupations. Si on peut hiérarchiser les occupations, en haut c'est managérial, etc. Et en bas c'est des travaux plus routiniers, d'accord. Et on voit que l'effet est très négatif sur les tâches routinières. Alors que si on regarde maintenant sur les higher occupations, qui sont au-dessus du médian dans l'échelle des occupations, eh bien on voit que c'est beaucoup moins négatif. En fait, quand on regarde les régressions, on voit que c'est pratiquement pas significatif. Et que donc, en fait, on voit que l'effet négatif est concentré sur les low occupation. Donc, vous voyez le débat qu'on avait tout à l'heure, la qualification, c'est très important. Low occupation est plus affecté que high occupation par la robotisation. Donc ça, c'est intéressant. Je peux regarder en termes de niveau d'occupation, mais je peux regarder également en termes de niveau d'éducation. Et on voit que c'est ceux qui ont suivi, quand je dis college, c'est-à-dire des gens qui ont commencé au moins un premier cycle universitaire, eh bien, vous voyez que l'effet est positif sur les gens qui ont un niveau collège, alors que l'effet est négatif sur high school ou moins que CAP, etc. Et vous voyez qu'à nouveau, là, en termes éducatifs, il y a une prime à être éduqué. Quand je suis mieux éduqué, ben, je résiste beaucoup mieux à la robotisation dans ma région. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant parce que ce qu'on voit de là, c'est que l'effet est hétérogène. Il affecte beaucoup moins négativement les high occupation et il affecte même positivement les high education. Donc, on voit l'importance de la formation et de l'éducation quand on regarde les effets de la robotisation sur l'emploi. Bon, donc voilà, donc ça c'est les premiers résultats. Alors maintenant, ça c'est fait à niveau zone d'emploi. Maintenant, on regarde sur des niveaux de firmes, et ça à un niveau beaucoup plus fin. Et donc là, on est en milieu de cette étude, et donc je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. Mais maintenant, on essaye de faire ça à un niveau beaucoup plus désagrégé, et vraiment pour faire la même chose, et sur des périodes plus longues. Voilà. Donc voilà, le premier, c'est l'effet sur l'emploi. Donc déjà, moi, je vous avais dit, ça dépend beaucoup des institutions qu'on met en place. Ben moi, je vous dirais, eh bien, mettez en place, en tout cas, un bon système de formation, école, formation tout au long de la vie, formation professionnelle. Tout ce qui a été dit pendant le débat précédent, notamment par Laurent Berger, est très important. C'est-à-dire qu'il vous faut un bon socle éducatif, un bon système de formation, et donc qui finance les gens tout au long de leur vie pour se former et se recycler. Je crois que ça, c'est fondamental. Alors maintenant, je passe à la croissance proprement dite. Donc, comme je vous avais
avait dit, donc l'idée c'est quoi? Pourquoi je pense que l'intelligence artificielle a un potentiel de croissance formidable? Parce qu'elle remplace un input en offre limitée qui est le travail par un input reproductible. Alors quand je mets le 1 avec un i, c'est parce qu'automatiquement mon ordinateur s'anglicise, vous voyez. Donc je mets un UN, des fois il fait IN, et des fois je ne le remplace pas. Il remplace par un input reproductible qui est le capital. Donc, et ça, c'est vrai à la fois dans la production des biens et services, dans la production des idées. Donc, vous décuplez ce que vous mettez à la disposition de la production des biens ou la production des idées. Donc, ça, en soi, c'est un énorme potentiel de croissance. Vous voyez, donc, l'intelligence artificielle, en plus, elle vous permet d'apprendre, elle vous aide à résoudre des problèmes, elle vous accompagne dans beaucoup de choses, et donc, ça vous permet de faire beaucoup plus. Donc, si vous voulez, le modèle de base, c'est ce que j'ai dit, c'est le modèle de Zera. Donc, c'est un modèle très simple où vous produisez de la output avec des tâches, avec des inputs. Et en fait, ces tâches elles-mêmes sont produites avec du travail si elles ne sont pas automatisées ou avec du capital si elles sont automatisées. Alors, après, vous pouvez dire, je peux transformer tout ça avec quelle est la part capital et la part travail globalement. Et ce que vous voyez, c'est que, globalement, je peux représenter la fonction production comme ça. Vous voyez, ça a l'air très c'est comme Douglas, pour ceux qui ont fait de l'économie. Mais le alpha, vous voyez, donc le taux de croissance du Y, c'est le taux de croissance du A divisé par 1 moins alpha. Mais le alpha, quand j'ai de l'automatisation, il augmente au cours du temps. Donc la différence avec le modèle habituel, c'est que là, à mesure que des tâches vont être automatisées dans le temps, le alpha va augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez une croissance qui va, ça prédit une croissance qui devrait exploser normalement. Vous voyez, parce que de plus en plus de tâches sont remplacées, le alpha, le coefficient de capital augmente au cours du temps, en fait. Et donc, vous avez déjà la croissance qui vient du progrès technique, comme dans le modèle, comme quand vous faites solo avec du progrès technique. Mais vous avez le alpha qui lui aussi augmente au cours du temps. Et donc ça, c'est un modèle qui vous prédit une croissance qui explose. Alors évidemment, les gens ont dit, mais ça et une part du capital qui augmente tout le temps dans le revenu. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais ça ne nous plaît pas beaucoup parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de Kaldor. Il y a des Kaldor facts, c'est-à-dire Monsieur Kaldor avait dit, voilà, quand même, on observe que la croissance a l'air plus ou moins constante au cours du temps et que la part du capital et du travail dans le revenu ont l'air plus ou moins constantes au cours du temps. Ça, évidemment, c'est un modèle qui va directement contre les fameux Kaldor facts. Voilà. Alors, il y a une manière de restaurer des Kaldor facts dans un modèle comme ça, c'est de dire, c'est vrai que vous automatisez des tâches anciennes, mais vous créez des tâches nouvelles. Vous automatisez la production de produits anciens, mais vous introduisez des nouveaux produits, et donc qui ne sont pas automatisés. Et donc là, l'idée, c'est de dire, bien que vous continuez sans arrêt à automatiser, comme vous abandonnez les vieilles tâches et que vous en prenez de nouvelles qui ne sont pas automatisées, la part des tâches automatisées peut rester constante autour du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui est automatisé est compensé par de nouvelles tâches qui ne le sont pas. D'accord? Et donc ça permet aussi à la part du capital et la part du travail de rester constant au cours du temps. Donc ils ont un modèle comme ça, je ne vais pas vous embêter, ils ont une fonction de production comme celle-ci, on appelle ça CES, Constant Elasticity of Substitution. Et alors la tâche Y de I, vous voyez que les tâches, elles vont de N-1 à N. Mais au cours du temps, le N augmente, c'est-à-dire que vous faites des tâches de plus en plus sophistiquées. Vous abandonnez les vieilles et vous prenez des nouvelles. Et vous avez toujours une masse de N-1 à N, mais N augmente. Et parmi ces tâches de N-1 à N, celles qui sont au-dessus de I, les plus nouvelles, ne sont pas automatisées, elles sont produites avec du travail, comme dans Zera. Celles qui sont avec I, plus petit que grand I, sont automatisées, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser du capital. Mais ce qui se passe, c'est que le N et le I augmentent au cours du temps. Et ils augmentent parce qu'on peut ou investir dans l'invention de nouvelles tâches qui augmentent N, ou on peut investir dans l'automatisation de tâches existantes et on augmente I. Voilà. Et donc la dynamique de I et de N résulte de ce qu'on appelle le changement technique endogène dirigé. On peut diriger vers le I ou diriger vers le N. Et sous des valeurs de paramètres raisonnables, il existe disons une croissance stable où le I et le N augmentent à la même vitesse au cours du temps. Voilà. En gros, l'idée est la suivante. Si vous automatisez trop, là vous ne m'entendez plus là. Ça marche? Si vous automatisez trop, qu'est-ce qui se passe? Le salaire va baisser et du coup, ça rend très attrayant
de créer de nouvelles lignes où vous employez que du travail. Et ça va restaurer le changement technique vers le N plutôt que vers le I. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous aviez mis trop de changements techniques vers l'automatisation, eh bien ça va rendre attrayant à un moment donné de rediriger le changement technique vers l'introduction de nouvelles tâches où je n'utilise que du travail. Voilà. Et donc, il montre comme ça que ce mécanisme-là permet de montrer l'existence d'un équilibre stable. Alors, il y a une autre force qui fait que, en fait, eh bien, on peut expliquer Kaldor. C'est-à-dire pourquoi, malgré l'intelligence artificielle, la part du travail est restée assez stable. C'est une autre. Acemoglu-Restrepo, c'est l'idée de dire j'introduis des nouvelles lignes. Mais il y a une autre raison qui est de dire qu'en fait, il y a une complémentarité entre, en tout cas, un certain type de travail et le capital. Et quand il y a cette complémentarité, il y a ce qu'on appelle l'effet Baumol. Baumol est un grand économiste qui a trouvé plein de grandes idées. Et l'idée qu'il a eue, c'est que si le travail est indispensable quand même, eh bien, plus il y a du capital qui s'accumule, plus ça met en valeur la rareté du travail, qui est indispensable. Et donc, ça permet de garantir la part du travail dans le revenu total. Donc on n'a même pas besoin d'introduire des nouvelles lignes pour expliquer qu'il y ait constance du revenu du travail, de la part du revenu du travail. C'est l'effet Kaldor, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une complémentarité entre l'aspect travail et l'aspect capital, eh bien le travail, entre les tâches qui sont automatisées et les tâches qui ne le sont pas, s'il y a de la complémentarité, eh bien à ce moment-là, on peut, eh bien, à mesure qu'on accumule plus de capital, que plus de tâches sont automatisées, eh bien le travail devient de plus en plus indispensable et donc commande une partie plus grande du revenu. Donc ça contrebalance l'effet qu'il y a moins de tâches qui sont faites par du travail. Alors, il y a une autre idée qui est là, qui est la même, c'est de dire, voilà, c'est le A point. Vous voyez, le A, je ne veux pas vous mettre trop de maths, mais vous voyez, dans la production, vous voyez, il y a le A qui est là. Vous voyez, le A, c'est la productivité. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai un pointeur là. Je ne sais pas si c'est le pointeur. Non. Le A, c'est la productivité. Ben, le A lui-même, l'augmentation du A lui-même utilise des tâches qu'on peut automatiser ou pas. Et là, si vous voulez, c'est très intéressant parce que grâce à ça, à nouveau, je remplace le travail qui est en offre limitée par du capital qui est en offre illimitée dans la production d'idées. Donc là, la force de croissance est encore beaucoup plus grande. Et je peux montrer que d'abord, dans un cas simple où j'automatise toujours une fraction constante des tâches qui ne sont pas encore automatisées, bêta, c'est la fraction des tâches qui ont déjà été automatisées à l'instant T, eh bien dans ce cas-là, ce que j'ai, c'est que j'arrive à avoir plus de croissance, j'ai cette croissance additionnelle qui vient de ce θ, que je n'avais pas dans les modèles traditionnels. Et donc, c'est une source, même si je n'ai pas de croissance de la population, même si j'ai des rendements décroissants par rapport à la production d'idées, si vous voulez, le fait que j'ai cette automatisation dans la production d'idées me donne une source de croissance supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et donc qui dit normalement, ben, l'intelligence artificielle, ça doit augmenter votre croissance. Voilà. Avant, je n'aurais eu que le GS sur un moins phi, et maintenant, GS, c'est la croissance de la force de travail, et maintenant, j'additionne ce terme GC qui est uniquement dû au fait que j'automatise des tâches. Vous voyez, voilà. Donc maintenant, alors, ce qui est intéressant quand je peux automatiser, quand j'ai de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a un cas très amusant. C'est simplement une curiosité théorique, c'est-à-dire qu'en temps fini, eh bien, il se pourrait qu'en temps fini, j'ai tout automatisé. Qu'est-ce qui se passerait si en temps fini, j'automatise tout ? Si je n'automatise pas tout en temps fini, ça veut dire que le travail va toujours être là. Je ne peux pas exploser, j'aurai une croissance plus forte, mais ce qui m'empêche à la croissance d'exploser, c'est que j'ai l'effet Baumol, c'est-à-dire que vous êtes toujours retenu par le travail. Vous avez quand même le travail qui est là, dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas vous en affranchir. Alors ça vous empêche d'exploser, mais ça vous donne aussi un revenu du travail qui se maintient. Mais qu'est-ce qui se passe si en temps fini, eh bien, toutes les tâches sont automatisées? À ce moment-là, je n'ai plus l'effet Baumol. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je peux montrer qu'à ce moment-là, en temps fini, eh bien, on arrive à un revenu infini. C'est-à-dire que la croissance, elle est tellement explosive qu'en temps fini, j'arrive à un revenu infini. C'est une curiosité théorique, évidemment. On n'y croit pas. Mais c'est intéressant que théoriquement, c'est possible. Ça, on appelle ça une singularité. C'est quelque chose qu'on a appelé une singularité. La singularité, c'est le fait que l'intelligence artificielle, elle apprend elle-même tellement, elle a un effet de boule de neige tel
que si vous voulez, en temps fini, vous arrivez à avoir l'abondance parfaite. Voilà. Donc c'est évidemment, on n'y croit pas, mais c'est intéressant pour montrer que le potentiel que peut avoir l'intelligence artificielle, elle a un potentiel extraordinaire de croissance. Parce que si elle s'applique à la production des idées et pas juste à la production des biens et services, vous avez ce potentiel de singularité. C'est comme les échecs, vous voyez, comment l'intelligence artificielle a appris elle-même à s'améliorer aux échecs beaucoup plus vite que les hommes. Et pourquoi maintenant elle bat n'importe quel champion d'échecs? C'est cet effet-là au niveau de toute l'économie, ça fait que vous arrivez à la singularité. Alors évidemment, vous dites, mais tiens, c'est intéressant, vous avez l'intelligence artificielle, mais d'un autre côté, regardons ce qui s'est passé. Et vous voyez, on revient au débat que nous avions tout à l'heure avec Patrick, c'est-à-dire que regardez la croissance du PIB par tête, la croissance de la productivité aux États-Unis. En moyenne par an, elle était au-dessus de 2,5 et elle monte et maintenant elle est à un peu plus de 1. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a eu décroissance de la croissance. Et donc on se dit, mais tiens, c'est quand même curieux. Comment ça se fait qu'avec l'intelligence artificielle, alors que la croissance devrait exploser, eh bien la croissance est plombée. D'accord? Et là, je viens à la dernière partie de ma présentation. Donc en fait, je reviens maintenant, et donc c'est les barrières institutionnelles. Ça, c'est la slide. Qu'est-ce qui empêche une singularité? D'abord, il y a des inputs essentiels à la production, à la recherche qui ne peuvent pas être automatisés. Et on retrouve l'effet Baumol, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a des barrières institutionnelles. Et maintenant, je vais vous parler des barrières institutionnelles. Donc ça, c'est un travail que je fais en ce moment avec mes co-auteurs, notamment de Stanford, qui s'appelle une théorie du déclin de la croissance et de la montée des rentes. Et là, c'est vraiment un paradoxe. C'est vraiment quelque chose qui aurait dû vous donner une explosion de la croissance et qui va plomber la croissance. C'est fou comme truc quand même, non? Bon, alors quelques faits. Alors on dit facts. Facts, fait, on dit des facts. Voilà, quelques facts. Alors, le premier fact, c'est l'augmentation puis le déclin de la croissance de la productivité. Voilà en moyenne. Donc, à chaque fois, je prends la moyenne annuelle. Alors, évidemment, je prends des périodes qui me conviennent, mais ce qui a été formidable, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu vraiment une très forte croissance de la productivité entre 1995 et 2005. Et puis après, ça a commencé à baisser. D'accord? Donc ça, c'est un fait qu'on veut expliquer. Pourquoi la croissance a augmenté puis baissé? D'accord? Deuxième fait, c'est le déclin de l'entrée de nouvelles firmes. Vous voyez le rouge, c'est l'entrée des firmes. Vous voyez l'entrée de nouveaux établissements. C'est l'innovation, je peux la mesurer par différents moyens. L'innovation, je peux la mesurer par les brevets. Mais je peux aussi la mesurer par la croissance de la productivité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas brevetées. Et puis, je peux la mesurer aussi par l'entrée de nouvelles firmes. Les nouvelles firmes tendent à être plus innovantes que les anciennes. C'est une autre mesure de dynamisme. Et vous voyez qu'il y a un déclin du dynamisme. Vous voyez, entre 1996, 2005 et 2006, il y a décroissance du taux d'entrée. C'est intéressant quand même. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. C'est un deuxième fait. Je vous montre un troisième fait, qu'a mentionné également Patrick tout à l'heure. Patrick a tout dit, donc je ne fais que le paraphraser. Augmentation de la concentration des parts de marché. D'accord? Donc c'est l'article de Autor, Dorn, Katz, Van Rienen, et le cinquième, j'ai oublié qui c'était déjà, mais tu me souviens? Je ne sais plus qui c'est le cinquième. Bon, voilà. Alors, et ça, qu'est-ce que vous regardez? Alors, regardons-les ensemble, ces courbes-là. D'accord? Qu'est-ce que vous avez à gauche? Le secteur manufacturier. Eh bien, les courbes, oubliez pour le moment les courbes en pointillés. Regardez la courbe bleue en continu. C'est la part des ventes, du chiffre d'affaires, si vous voulez, des 4 plus grosses entreprises. Et vous voyez que ça augmente au cours du temps. Et si vous regardez la courbe en pointillé, à ce moment-là, il faut regarder à droite parce que c'est la part des ventes. Évidemment, l'échelle n'est plus la même puisque vous regardez le top 20, les 20 plus gros à droite et les 4 plus gros à gauche. Vous voyez que les chiffres sont plus élevés à droite qu'à gauche parce qu'à droite, vous regardez les parts de marché des 20 plus grands. D'accord? Donc, je remets aux mêmes échelles. Hein. Et là, c'est la part des 20 plus grands. Mais elle aussi augmente. C'est pareil dans le secteur financier, mais c'est pareil aussi dans d'autres secteurs. Je peux regarder le secteur du commerce de détail, je peux regarder le secteur des services. Et donc, partout, vous voyez la concentration qui augmente. D'accord? Donc ça, c'est un autre fait. Ensuite, il y a un autre fait qui a été mis en valeur par Gutiérrez-Philippon. C'est un déclin de l'investissement, notamment intangible. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est
private investment relativement au GDP. Et si vous regardez un trend, vous voyez que sur la dernière période, si vous faisiez une ligne droite, ça tombe, ça baisse. Donc voilà encore un autre fait qui est important. Et alors il y en a un autre qui est très important, c'est la Labour Income Share. Je m'avais dit, bon, on veut expliquer Kaldor, mais en fait, il n'y a pas eu maintien de la Labour Income Share. Il a en fait décru sur la dernière période. Et elle a décru pour la raison suivante. Elle a décru comme ça. Vous voyez, ça, c'est la Labour Share, c'est la part du travail dans le revenu pour le secteur qui est le secteur business non agricole. D'accord ? Et ça va de 1947 à 2016, à 1947. Vous voyez que c'est décroissant et très fortement décroissant sur la dernière période. Vous voyez que la décroissance s'accélère sur la dernière période, 2002 jusqu'à maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est la chose suivante que je veux vous montrer. Parce qu'il faut aller plus loin que ça. Vous voulez savoir si c'est chaque firme qui a décidé de reposer moins sur le travail ou si c'est un effet de composition. Vous êtes encore là? Vous êtes encore vivant ou je vous ai perdu? C'est bon? Ça marche? OK. Alors, je regarde ici. Alors, je regarde, je veux regarder l'effet de la... Alors, vous voyez la première ligne, c'est la part, c'est l'évolution des salaires dans le chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est toujours négatif, négatif. À part le fin, donc là, je vais pas. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que si on veut regarder, est-ce que c'est un effet à l'intérieur des entreprises ou entre entreprises, le between. Between, ça veut dire que c'est un effet que c'est ceux qui ont moins de labor share qui sont devenus plus gros. Il y a deux manières de réduire le labor share. C'est que chacun d'entre nous baisse son labor share. Mais l'autre, c'est de dire il y a des gens parmi nous qui ont moins de labor share que d'autres. C'est typiquement les firmes à grosse marge. Elles ont plus de marge et moins de labor. Et est-ce que celles-là deviennent plus importantes ou moins importantes? Et ce que vous voyez, c'est que l'essentiel de l'effet, c'est un effet de composition. C'est-à-dire que c'est parce que les firmes qui ont des grosses marges et moins de labor share sont devenues plus importantes. Ce n'est pas parce qu'à l'intérieur des firmes, on a réduit le labor share. D'accord? On peut regarder pareil pour les marges, ce qu'on appelle les markups en anglais. C'est exactement le miroir. Le markup moyen a augmenté, mais pas parce que les firmes à l'intérieur ont augmenté leur markup, c'est parce que les firmes à gros markup sont devenues beaucoup plus importantes. D'accord? Donc je veux maintenant une théorie qui explique tout ça. Et bien la théorie qu'on a trouvée, après j'en dirai mais qu'il y en a d'autres, la théorie qui nous est venue, c'est celle qui me paraît la plus c'est expliquer ces faits, et bien c'est qu'en fait il y a ce qu'on appelle des firmes superstars, des firmes plus productives. Alors je vais maintenant, une minute, vous dire des choses là-dessus. Une seconde, laissez-moi ouvrir mon cartable, parce que alors, 2 secondes, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je suis là, je suis avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, voilà, il s'est passé qu'il y a des firmes superstars. Qu'est-ce que c'est que ces firmes superstars, ces firmes plus productives? C'est des firmes qui, vous voyez, il y a deux manières d'augmenter sa productivité. Je peux innover. En innovant, j'augmente ma qualité. Mais il se peut que moi et Patrick, à niveau équivalent de technologie, Patrick, il fait mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de lui que je ne peux pas vraiment imiter. C'est du capital social, c'est quelque chose, c'est du réseau, c'est autre chose. Et c'est typiquement des firmes qui ont... et donc, il va faire toujours plus de markup que moi. Et par exemple, Starbucks ou Walmart ont établi des business models et une logistique qui sont très durs à copier. Et elles se sont incroyablement étendues au cours de la dernière décennie ou des 2 dernières décennies. D'accord? Pareil, Amazon et Microsoft, ils ont des positions dominantes dans le cloud storage et dans les ordinateurs parce qu'ils ont cet avantage logistique qui est très difficile à imiter. C'est-à-dire qu'il y a des firmes qui, à niveau technologique équivalent, sont bien meilleures que les autres, exploitent mieux que les autres. Et ça, on ne peut pas l'imiter facilement. Il y a des choses qu'on peut imiter, des choses qu'on ne peut pas. D'accord? Donc moi, je peux toujours améliorer ma productivité en innovant, mais il y a cet avantage que Patrick aura toujours sur moi parce qu'il est Walmart et que je ne suis pas Walmart. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chose suivante. Une firme, qu'est-ce que c'est? Une firme, c'est typiquement plusieurs produits. Une entreprise, elle a plusieurs établissements. Chaque établissement fait un produit différent. Et donc, une firme, c'est plusieurs produits. La croissance d'une firme, c'est qu'une firme fait de plus en plus de choses. Vous voyez? Et une firme qui se réduit de taille, c'est une firme qui fait moins en moins de choses.
Comment j'augmente ma taille? Parce que je fais mieux que les autres dans d'autres lignes que les autres faisaient avant. Par exemple, Patrick faisait certaines choses et que maintenant je fais mieux que lui. C'est pas possible, mais bon, c'est un exemple. Hein? Eh bien, je vais m'agrandir, lui va rapetisser. Si par exemple, une des activités de Patrick, j'arrive à faire de la destruction créatrice sur lui, je vais améliorer sur lui, je vais du coup étendre disons, l'éventail de mes activités, alors que Patrick, il va voir les siennes se restreindre. C'est ça la croissance des entreprises, voyez? Donc les firmes, typiquement, se déploient sur plusieurs produits. Et évidemment, plus vous mettez du produit, plus vous avez ce qu'on appelle des coûts de gestion. Ça augmente vos coûts de gestion. Il y a des coûts logistiques d'augmenter la gamme de vos produits. C'est le temps passé. Vous êtes le CEO d'une entreprise, plus vous avez d'activité, plus il y a une demande forte sur votre temps. C'est ce qu'on appelle des overhead costs en anglais. Hein, overload. Vous avez de l'overload. Voilà, j'ai un coût de gérer beaucoup d'activités. Et le coût, il va augmenter de manière convexe avec le nombre d'activités que je gère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui se passe. Les firmes, c'est plusieurs produits, et plus j'ai des nombres de produits, plus j'augmente mon coût total de gestion de produits, parce que je dois gérer plus de choses. D'accord? Ça, c'est le monde dans lequel on est. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu la révolution des TIC. Alors, il y a peut-être eu autre chose qu'a dit Patrick ce matin, qui était la baisse des taux d'intérêt. Mais moi, je dis, voilà, je m'intéresse aux TIC parce que je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Il y a eu la révolution des TIC. Qu'est-ce que ça permet, la révolution des TIC et l'intelligence artificielle dans ce domaine? Ça permet de baisser ses coûts de gestion. Ça me permet de faire beaucoup plus de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez l'intelligence artificielle pour vous aider, au lieu de gérer 2 activités, vous pouvez en gérer 10. Parce que vous avez l'aide de l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller monitorer telle ou telle usine. Vous pouvez le faire en vidéo. Vous pouvez en tout cas parler en vidéo ou voir beaucoup de choses que vous pouvez faire à distance. Donc typiquement, ce qui s'est passé, c'est que la révolution des TIC, et à plus forte raison celle de l'intelligence artificielle, permettent d'augmenter ce que j'appelle le span of control, c'est-à-dire l'éventail des activités que moi, je peux contrôler. D'accord? Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, mais seulement le problème, c'est qu'il y a d'un côté moi et Patrick. Patrick, il est superstar. Lui, par produit qu'il gère, il fait plus de profit parce qu'il a cet avantage sur moi que je n'ai pas. Vous voyez, il a ce capital social que je n'ai pas. Donc, il y a cette révolution de l'intelligence artificielle qui baisse pour tous les deux les coûts de gérer plus de tâches. Seulement Patrick, lui, le profit par tâche, par ligne de produit est plus grand que moi parce qu'il a cet avantage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Patrick, il va s'étendre beaucoup plus que moi. Patrick, il va dire, mais c'est génial, je peux gérer plus de lignes. Donc, je vais innover dans plus de lignes à mon détriment parce qu'il a cet avantage sur moi. Vous comprenez? L'intelligence artificielle baisse les coûts pour lui et moi, mais lui, par produit, il fait plus de profit que moi parce qu'il a cet avantage que je ne peux pas imiter. Alors, il va s'étendre à mon détriment. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au début, quand il va s'étendre, la croissance, dans un premier temps, va augmenter parce que Patrick, il est plus productif que moi. S'il se met à envahir toute l'économie, eh bien, au début, comme il est plus productif, la croissance de la productivité va augmenter. Et ça vous explique, ce que j'avais tout à l'heure, ça vous explique cette partie-là. Vous voyez, ça vous explique comment je monte la croissance. Donc ça, c'est la partie 96-2005, c'est Patrick envahit tout. D'accord? Donc là, boum, boum, c'est génial. D'accord? Bon, mais ça, c'est l'effet de court terme. Mais il y a l'effet de long terme. Et l'effet de long terme, c'est qu'une fois que Patrick a tout envahi, eh bien, il me décourage. Parce que moi, j'ai plus envie. Alors, attendez, je vais... Alors, il y a un truc, là, il y a Microsoft aimerait contrôler cet ordinateur. Non, je ne veux pas. Là, voilà l'intelligence artificielle, vous voyez, quand on rentre en conflit. Voilà une explication, là, aussi. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a permis à Patrick de se déployer davantage, mais moi, ça va décourager l'investissement et l'innovation, parce que moi, je me dis maintenant, un secteur où Patrick est là, non, je dois innover, mais Patrick, il a un avantage sur moi. Vous vous souvenez de l'effet de découragement que ça avait sur les moins bons, la concurrence? Mais faire la concurrence avec quelqu'un de meilleur que vous, c'est décourageant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites, mais ça n'a pas d'intérêt, je ne vais pas aller, moi, faire la concurrence à Patrick quelque part, parce que de toute façon, si même j'arrive à innover sur lui,
il a cet avantage énorme par ailleurs. Vous voyez, donc la petite marge que je vais faire, elle est toute petite, vous comprenez? Parce que j'aurai peut-être un avantage purement technologique, mais j'ai un désavantage énorme en termes de capital social. Et donc la marge que je ferai sur lui, elle sera minuscule. Alors pourquoi je dois me fatiguer à faire de la R&D et de l'innovation quand il est tellement meilleur que moi? Vous voyez, voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, sur le moment, la révolution d'éthique permet à Patrick de tout envahir. Et donc, et comme il est plus productif, eh bien, ça fait augmenter la croissance de la productivité. Mais dans un second temps, la croissance va se réduire parce que des gens, les Patrick de ce monde, découragent les Philippe de ce monde, qui sont la majorité des firmes et qui, du coup, n'ont plus envie d'investir dans l'innovation. Et ça vous donne la décroissance. Et par ailleurs, Patrick lui-même n'a pas tellement d'incitation à investir. Il sait qu'il est là et que moi, de toute façon, je ne vais pas en faire beaucoup. Il est tranquille, donc il va s'asseoir sur ses lauriers. Et puis voilà. Et voilà où on est, quoi. Donc, avec des personnes qui sont présentes. Alors, donc, ce modèle explique l'augmentation puis le déclin de la croissance. Il augmente l'augmentation de la concentration de marché parce qu'évidemment, Patrick est partout, hein, d'accord? Et il explique le déclin de l'investissement. Mais ce qu'il explique également, c'est la chose suivante. C'est que ce qui s'est passé, c'est que la labor share a diminué parce que les firmes comme Walmart, etc., qui avaient une labor share plus petite, sont devenues dominantes. Ce n'est pas parce que les firmes ont réduit leur labor share individuellement. Si les marges ont augmenté, c'est parce que les firmes comme Patrick sont devenues dominantes. Ce n'est pas parce que Patrick, lui, a augmenté ses marges au cours du temps ou que les autres l'ont augmenté. Et donc, vous voyez, ça vous donne vraiment, ça va totalement avec les faits que nous avons. Alors, vous voyez, donc ça, là, j'ai fait des simulations du modèle, mais on voit la croissance, on a fait simuler avec différentes valeurs, mais on voit que la croissance monte un peu, puis baisse, quoi. Donc, c'est quand même extraordinaire. Vous avez la révolution d'éthique, j'ai cette baisse dans les coûts de gérer davantage de lignes. Normalement, ça devrait me booster la croissance, mais à cause de l'effet de découragement, vous voyez l'effet, c'est la courbe à gauche, en haut à gauche, et bien nord-ouest, et bien vous voyez une croissance qui augmente au début, mais qui baisse après, voyez. Donc évidemment, dans un monde comme celui-là, eh bien, il faudrait une politique qui, par exemple, autorise toutes les firmes à devenir superstars. Ou bien, vous voyez, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des barrières à l'entrée. Il y a par exemple les données, l'accès aux données, ou la possibilité de faire du data processing. Il y a toute une série de choses qui donnent un avantage durable à ces grosses boîtes. Eh bien, il faut voir comment on peut, et ça c'est tout le défi de repenser la politique de concurrence, comment, parce que c'est beaucoup plus compliqué que AT&T. Je ne peux pas juste faire de la politique comme je faisais à l'époque, c'est-à-dire de casser des boîtes, ça ne suffit pas. Il faut repenser la politique de la concurrence pour que, eh bien, les firmes comme Patrick n'inhibent pas les firmes comme Philippe. Voilà, donc ça, c'est tout le domaine. Et si, par exemple, j'autorisais toutes les firmes à devenir superstars, supposons que par un coup de baguette magique, je dis tout le monde devient une firme avec capital social, eh bien là, dans le même modèle, j'obtiens que, en fait, vous voyez, c'est la courbe. En haut, c'est la courbe quand je n'autorise pas, donc ça monte et ça baisse. Et en bas, là, le truc de gauche ne marche pas. C'est pas que ça baisse et ça monte, c'est vraiment le dé en bas. Et j'ai vraiment un effet qui est monotone, croissant. Donc vous voyez la même chose. Pourquoi je monte cette courbe? Parce que vous avez la même chose qui est la même révolution d'éthique qui réduit les coûts d'augmenter le span of control. Dans une économie où la concurrence n'est pas réglementée, eh bien, ça va faire baisser la croissance. Mais dans une économie où vous permettez à tout le monde de devenir des superstars, eh bien, ça va augmenter la croissance. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Donc, conclusion de tout ce que j'ai raconté, c'est que la révolution de l'intelligence artificielle, eh bien, elle a un potentiel extraordinaire de croissance et de création de nouveaux emplois, mais elle peut conduire au meilleur ou au pire selon les institutions et politiques économiques qui accompagnent cette révolution. Alors, marché du travail, eh bien, il faut aider les employés à se réallouer des lignes qui ont été automatisées vers les nouvelles. Mais pour ça, il faut avoir été éduqué, il faut savoir apprendre à apprendre. Et puis, on sait que pour les qualifiés, c'était beaucoup mieux que pour les pas qualifiés. Donc, il y a éducation, training, un vrai système de flexi-sécurité, un vrai système de formation tout au long de la vie. Vraiment, l'idée du contrat d'évolution dont je parlais tout à l'heure. Et sur le plan de la croissance, eh bien, la concurrence, c'est crucial. C'est-à-dire, il faut faciliter l'accès aux données, au data processing. Peut-être qu'il y a aussi des avantages fiscaux excessifs dont jouissent les GAFAM, dont les JOS ne jouissent pas. Eux, ils savent mieux que d'autres évader. Ça, il faut s'attaquer à ça. Tout ce qui crée de l'inégalité entre ces firmes et les autres.
Et donc, je crois que c'est très important parce que si on ne met pas en place ces mécanismes-là, eh bien, quelque chose qui devait vous donner de l'explosion de croissance vous donne au contraire une croissance plombée. Et c'est intéressant parce que par rapport à Gordon, c'était vraiment une vision, c'est foutu. Gordon, c'était, on a tout inventé, quoi. Après moi, le déluge. Hein. Il y avait la machine à vapeur, c'était génial. L'électricité, c'était un petit peu moins bien. Bon, c'était à peu près quand même bien. Bon, l'éthique, lui, considère que c'est beaucoup moins bien que l'électricité. Et il pense qu'après, il n'y a plus rien à faire, quoi. Et moi, c'est une vision très différente. C'est une vision de dire non, justement parce que l'intelligence artificielle affecte pas seulement la technologie de production des biens et services, mais également la technologie de production des idées. Elle crée des capacités d'innovation et de croissance comme jamais nous n'avons eu avant. Seulement, cette chose-là, précisément, sans les bonnes législations de concurrence, elle vous plombe d'autant plus. C'est-à-dire que plus quelque chose a un potentiel de croissance, plus s'il est combiné avec de la mauvaise concurrence, ça plombe la croissance après. Et c'est ça le paradoxe. Le pire peut arriver en matière de croissance du truc qui pouvait donner le meilleur en matière de croissance si vous ne l'accompagnez pas des bonnes politiques de concurrence, d'où le rôle de l'État qui est fondamental dans cette affaire. Voilà, je crois que j'ai terminé là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cet exposé très vivant, très intéressant. Je m'étonne quand même qu'on continue à parler de la croissance seulement en termes de capital et de travail, alors que tout ça dépend du substrat qui est l'environnement, la nature, les matières premières. Oui. C'est très dangereux. Oui, non, parce que vous avez un public jeune, intelligent, et c'est vraiment le moment de mettre sur la table ces enjeux. Alors écoutez, je suis ravi que vous posiez la question. Oui, non mais attendez, vous ne me prenez pas par surprise. Je suis ravi que vous posiez la question parce que mon domaine principal de travail en ce moment, c'est l'innovation verte, justement. Vous voyez? Donc là, on m'avait demandé de parler d'intelligence artificielle et ce qui avait été fait dans le domaine. Mais mon domaine, moi, j'aurais pu faire une conférence entière, sans problème, sur l'innovation l'innovation verte dans la croissance. Et justement, j'ai fait des travaux donc depuis 2012 sur ce sujet. Et en fait, si vous voulez, c'est très important là également. Si vous êtes dans un monde sans innovation et qu'il y a des ressources limitées, ou bien, eh bien, à ce moment-là, la seule solution, c'est non-croissance. C'est la seule chose que vous puissiez faire. Si vous êtes dans un monde avec innovation, mais l'innovation, ce n'est pas juste des brevets, l'innovation, c'est ce que vous trouvez, vous, pour changer votre mode de vie. À ce moment-là, on peut concevoir la croissance durable. Mais la croissance, on la rend durable à travers des innovations qui économisent sur l'émission, sur les énergies qui émettent, vous voyez, qui économisent sur l'utilisation de ressources rares, qui vous permettent d'avoir des sources d'énergie propres et de diffusion des technologies propres. Et là, on peut concevoir. Et toute la question, c'est celui de la transition des énergies sales vers les énergies propres. Comment je gère cette transition énergétique? Mais justement, et quels sont les outils de la transition? Et comment on peut avoir une fiscalité qui ne soit pas punitive? Par exemple, un des grands enseignements des Gilets jaunes, c'est que les gens, ils ne veulent pas juste la taxe carbone, quoi. Ils veulent autre chose également. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire une taxe carbone aussi, mais il faut penser à d'autres instruments. Eh bien, par exemple, moi, j'ai fait des travaux sur la concurrence et j'ai montré que la concurrence pousse à l'innovation verte dans un environnement où les gens ont le souci de l'environnement. La concurrence devient une force qui oblige les firmes à innover et à produire vert. Donc, ça veut dire que là, à nouveau, la même combinaison que j'avais là entre la politique d'éducation et la politique de concurrence, je la retrouve quand je veux promouvoir l'innovation verte. Je veux à la fois une population qui soit au courant des dangers climatiques et en même temps la concurrence qui va, dans une économie comme ça, être une force d'innovation verte. Voilà, par exemple. Donc je pourrais parler, et j'aurais été ravi de vous parler. Si j'avais 1 heure maintenant, je pourrais vous faire 1 heure d'exposé sur mettre l'innovation dans les modèles d'environnement. Le problème de Nordhaus, c'est que dans Nordhaus, il n'y a que de l'accumulation de capital. Il n'y a pas l'innovation dans ces modèles. Et moi, ma contribution, ça a été de mettre l'innovation verte dans les modèles d'environnement. Voilà. Mais je n'ai pas l'heure, malheureusement. Sinon, je vous le ferai maintenant. Je les ai, les exposés. Je peux vous le faire, hein, à tout moment. Voilà. Bonjour. Je me demandais justement par rapport à ce que vous venez de dire, comment il faut réconcilier du capital à la potentialité illimitée et les ressources finies, parce que du coup, ce que vous venez de dire sur la transition verte,
ça limite votre modèle sur l'intelligence artificielle qui permettrait une croissance potentiellement exponentielle? Non, alors à ce moment-là, alors vous avez tout à fait raison. L'idée, alors évidemment, donc il faudrait introduire l'environnement dans ces modèles-là, dans ce modèle d'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est que ça vous permettrait de remplacer, d'accompagner le travail par quelque chose d'autre qui utiliserait de moins en moins de capital pour faire de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Grâce à l'innovation. Et c'est ça que ferait l'environnement là-dedans. Mais vous avez raison, ça serait très intéressant de faire un merge, une fusion de modèles d'intelligence artificielle en mettant l'innovation verte à l'intérieur de ces modèles. Voilà, qui vous permettrait en fait d'avoir de moins en moins de capital à utiliser pour remplacer de plus en plus. Voilà. Et donc ça serait une voilà, mais ça n'a pas été fait encore. Mais effectivement, c'est ça qu'on aimerait faire. Et ça vous serait de songez à le mélanger les faire? deux. Songez-vous à le faire? Ben moi j'ai très envie, oui. Le problème c'est le temps. J'ai à peu près une douzaine de projets de recherche en parallèle en ce moment. Et j'ai un problème de span of control moi-même. Vous savez, là, mes coups sont très convexes quand même. Là, j'ai du mal à tout gérer, mais j'ai très envie. Si ça vous intéresse, on travaille ensemble là-dessus. Vous êtes en quelle année? Vous êtes en quelle année? Ah, où est-ce que vous faites la BL? Ah, d'accord, très bien. Ah, voilà. Ouais, absolument, n'oubliez pas. Mais peut-être vous serez ailleurs à ce moment-là. D'accord, avec plaisir. Bonjour. Où êtes-vous? Faites-moi des signes. Ah voilà, je vous vois, ça y est. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la méthodologie empirique que vous pouvez utiliser pour valider votre modèle d'intelligence artificielle et de croissance potentiellement infinie? Oui, alors de toute façon, en général, ce que je fais, je vous dis de manière générale ce que je fais, parce que là, d'abord, je n'ai pas mon modèle d'intelligence artificielle, j'ai regardé quelques modèles et je n'ai pas encore fait beaucoup d'empirique, vous voyez, et pour le moment, je n'ai pas encore fait vraiment de test du modèle que j'ai regardé. Voilà, je l'ai fait pour la concurrence, ça prend beaucoup de temps de faire, mais en général, ce que je fais, il y a plusieurs manières de tester empiriquement. Une manière que j'aime bien, moi, c'est de dire, voilà, il y a une modélisation, elle a des prédictions, et je teste les prédictions. Par exemple, la concurrence, il y avait le modèle de base qui n'était pas bon, que j'ai amélioré, mais il y avait différentes manières de l'améliorer pour essayer de montrer que la concurrence était positive sur la croissance. Mais chacune avait des prédictions collatérales différentes. Donc j'allais tester ces prédictions-là. Et ça me permet de sélectionner entre les différentes manières. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une des manières de faire le dialogue empirique. L'autre manière, c'est de faire ce qu'on appelle de la calibration de modèles. Je ne suis pas fanat. Les gens en macroéconomie aiment beaucoup calibrer des modèles. Je ne suis pas très convaincu, je le fais un peu parce qu'eux le font, mais c'est une autre manière. Et une autre manière, c'est ce qu'on appelle de faire des tests structurels du modèle. Je teste structurellement. Je crois que le modèle est la réalité et je fais un test structurel du modèle. Moi, ma préférence, c'est le premier. C'est de tester des prédictions d'un modèle. Voilà. C'est ça que je préfère. Mais en gros, les trois se pratiquent. Voilà. Mais l'idée, c'est dans tous les cas de faire un va-et-vient entre le modèle et l'empirie. En gros aussi, j'essaye beaucoup de mesures. Aucune n'est parfaitement convaincante. Mais quand je sens qu'il y a beaucoup de trucs qui vont dans le même sens, je me dis, il y a quand même quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis jamais, voilà la thèse absolue de mon truc. J'essaye plusieurs mesures. Par exemple, sur l'innovation, il y a les brevets, l'entrée, la croissance de la productivité. Si tout marche dans le même sens, je me dis, bon, il y a quand même quelque chose. Mais après, il y a tout le problème de l'identification, parce que vous identifiez des corrélations. Il y a tout le problème de la causalité. Alors, comment vous faites ça? La variable instrumentale, des event studies, des regression discontinuities, des random experiments. Il y a différentes manières, plus ou moins convaincantes, et qui chacune aussi ont leurs avantages et leurs inconvénients, d'aller de la corrélation à la causalité. Donc, c'est tout ça, quoi. Et c'est jamais un absolu, c'est jamais, ça y est, c'est sûr que c'est ça. Voilà, je vous donne de l'évidence qui soutient, elle est ce qu'elle est. Et elle est forcément améliorable, voilà, ou contestable, voilà, et falsifiable, pour reprendre Popper. Voilà, merci.